Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Gros Plan. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Kassa Mampo. Il est secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Cette organisation syndicale qui est arrivée première au thème donc des élections professionnelles dont les résultats ont été donnés il y a quelques jours. Kassa Mampo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour conduire cet entretien, je suis avec Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Kosimbo. Bonjour, J. Bonjour. Alors, nous allons parler d'abord à l'entame de l'émission des élections professionnelles. Vous êtes arrivé en tête, encore pour une fois, avec 26,56% des suffrages. Qu'est-ce que peut-on dire a conduit à ce résultat de la part de la CSTB? Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour qu'on échange sur les dernières élections professionnelles nationales. Alors, ce que je peux dire, c'est que ces élections ont prouvé une fois encore que les travailleurs béninois sont vigilants, sont debout et veulent se battre pour la satisfaction de leurs revendications. Ce sont eux essentiellement qui se sont battus pour imposer la CSTB aux gouvernants qui visiblement étaient partis pour l'écarter. Parce que vous avez suivi toutes nos dénonciations pendant toute la campagne. Et vous avez su même qu'un vote électronique au Bénin, c'est de l'imagination. Mais il fallait quand même commencer un jour. Non, il faut commencer quand c'est nécessaire. Vous pensez que ce n'était pas nécessaire de commencer parce que les conditions n'étaient pas remplies. Nous en viendrons tout à l'heure. Les conditions n'étaient pas remplies pour organiser un vote électronique au Bénin. Le président lui-même l'a dit devant l'Assemblée nationale à son discours à la nation où il disait qu'il faut attendre 2023 pour que nous puissions avoir l'Internet à haut débit au Bénin. Donc, nous n'avons pas d'Internet à haut débit. Comment vouloir organiser un vote électronique? Avant d'en arriver là, la CSTB est première, mais le pourcentage n'est pas forcément très fort. Le pourcentage n'importe pas. Ici, le pourcentage ne représente rien. Parce que nous n'avons aucun moyen pour savoir quel est le pourcentage de la CSTB. Aucun moyen. Aucun moyen de contrôle. Et si on doit parler de pourcentage, la CSTB en 2001, à la première élection professionnelle nationale, avait eu 39%. Quand la CSA qui la suivait avait eu 25%, le taux de représentativité était de 25%. En 2006, la CSTB a eu 44,76% avec 24 018 travailleurs. Alors, la CSA suivait avec 18% et la CITB avec 16%. Le taux de représentativité était de 15% en 2006. Cette année-ci, vous imaginez que la CSTB se retrouve au moment où elle est reconnue par tous les travailleurs du Bénin et tout le peuple du Bénin, et même à l'international, comme la seule organisation qui se bat pour les travailleurs, ce n'est pas à ce moment que la CSTB aura 26%. Vous pensez que les 26% ne reflètent pas réellement... Les 26% reflètent le fait que les gens aient voulu faire le vote électronique, que personne n'ait accès aux résultats. C'est l'organisateur seul qui donne les résultats qu'il veut. Est-ce que vous avez eu des militants qui se sont plaints, peut-être des difficultés à voter en ligne? Non, ce n'est pas plainte. Ce n'est pas de simple plainte. Mais les travailleurs n'ont pas voté. Les travailleurs n'ont même pas été inscrits. Des dizaines de milliers de travailleurs n'ont pas été inscrits à la liste électorale. Vous avez par exemple des mairies, vous avez même des préfectures. La préfecture de Lokossa, par exemple, n'a pas été inscrite. La mairie de Semekbodji, ainsi de suite.
maintenant des services publics et privés, même l'Assemblée, même la Sénat, qui a élaboré, disons, qui a multiplié la liste électorale, elle-même son personnel n'a pas voté. Parce qu'elle estime qu'on ne lui a pas demandé de transmettre la liste. Donc, et globalement, si vous prenez par exemple les paramilitaires, ils devaient voter. La police républicaine, comment on appelle, la douane, les eaux et forêts et chasses, tous ceux-là devraient voter. Mais la hiérarchie n'a pas transmis la liste. Ces différentes plaintes, ces différentes dénonciations, vous les avez faites également à travers une lettre adressée au... Mais vous n'avez peut-être pas suivi la campagne. Nous avons non seulement adressé plusieurs lettres. Il y a notre représentant au niveau du comité électoral national qui, à chaque fois, rappelait les difficultés. Mais il y a nos lettres, la lettre publique qu'on avait à faire des points de presse, et il y a des lettres qu'on a adressées au ministre de la fonction publique pour rappeler les irrégularités à tout moment. Et il y a des rencontres, on a même demandé audience, on a été reçu par le cabinet du ministre. Elle-même n'était pas disponible, son directeur nous a rencontrés. Et quelles sont les réponses qui ont été apportées? Aucune, on dit on va corriger, on n'a rien corrigé. Imaginez-vous que on puisse aller aux élections sans liste électorale définitive. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que les comités électoraux départementaux. En 2001-2006, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire, permettez-moi de dire aux téléspectateurs que le Bénin a une expérience en matière d'élections professionnelles. Avec les éditions de 2001 et de 2006, les autres pays de la sous-région viennent chercher l'expertise au Bénin. Je me rappelle les Nigériens, le gouvernement nigérien et ces syndicalistes étaient venus au Bénin ici, je crois en 2015 ou en 2014, pour discuter avec nous, pour savoir comment on a pu organiser ces élections. Et j'étais à Genève, à la conférence internationale du travail, quand tous les syndicalistes, tous les secrétaires généraux des syndicats du Niger m'ont rencontré pour encore discuter de comment est-ce que nous avons procédé. Donc les gens savent à l'international que le Bénin a une certaine expérience en matière d'organisation des élections professionnelles. Et ceux qui ont cette expertise-là sont là. Comment concevoir une liste électorale? C'est connu. Compare par exemple des comités électoraux départementaux qui aident les différents services publics et privés. C'est pas la première fois que la liste électorale est sujet de polémique. Vous n'avez pas dit qu'en 2006, il n'y a pas eu beaucoup de discussions autour de la qualité de la liste électorale. Oui, mais pas de cette manière. Il y a toujours des problèmes. Mais cette année... Ce n'est pas la première fois. C'est ce que je vais vous expliquer. Mais c'est Kassama. En 2006, oui, la liste électorale, effectivement, était incomplète. Il y avait des gens qui n'ont pas été inscrits. Elle était contestée par les autres centrales, mais vous étiez sorti vainqueur un peu. Non, elle n'était pas contestée par... Quelle centrale contestait? C'est sûr, elle n'était pas... C'est normal, il y avait des insuffisances. Mais on est sorti vainqueur, ce n'est pas à cause de la liste électorale. C'est pas la première fois donc que la liste électorale pose problème. Vas-y. Mais est-ce que vous voulez entendre? La liste électorale a posé problème en 2001. C'était pas... Il manquait des gens qui n'ont pas été inscrits. En 2006, il manquait des gens qui n'étaient pas inscrits. Mais en 2021, ou même en 2021, c'est criard. La police, par exemple, comment pouvez-vous concevoir que la police ne vote pas, que la douane ne vote pas, que les forestiers ne votent pas? Ça, ce n'est pas une erreur. Et puis, plein de gens. Est-ce que vous avez accepté le verdict tel que prononcé, en tout cas par rapport au résultat de ces élections? Le verdict tel que prononcé fait la CSTB première centrale syndicale. Ce n'est pas par rapport au vote. Non, ce ne sont pas les résultats du vote.
c'est le résultat de la pression des travailleurs. Tout le monde sait que si on allait à un vote démocratique dans ce pays, que la CSTB, avec tous ceux qui ont été écartés, tous ceux qui n'ont pas pu voter, tous ceux qui donc n'ont pas pu être inscrits, si tout cela était inscrit et qu'on faisait un vote transparent, la CSTB n'aurait pas moins de 80%. De toute façon, la CSTB va rester première, donc ça dit que... Non, elle serait la seule première si le vote était démocratique. Elle serait la seule première. Les travailleurs du Bénin l'ont imposée comme étant la seule organisation syndicale qui ose parler au gouvernement au nom des travailleurs, qui a le courage de parler et qui ne s'est pas compromise. Ce qui est curieux, c'est que vous avez dénoncé depuis le début du processus, vous avez jeté beaucoup de discrédit sur le processus, mais vous ne prenez pas, vous faites campagne comme tout le monde, et finalement vous sortez vainqueur. C'est ça qu'on n'a pas pu comprendre dans la démarche de la CSTB. Oui, mais c'est ça. Vous dites que vraiment, c'est stratégique. Il y a des centrales qui sont vraiment vendues, ceci, cela, le scrutin, ici, mais vous participez quand même, et puis finalement... C'est assez simple. On aurait pu boycotter. Mais si on boycottait, vous seriez les premiers à dire... CSTB, vous avez fait politique de chaises vides. Est-ce que cette stratégie-là n'est pas un Suivez. peu la stratégie Vous serez les premiers à dire, vous avez fait chaises vides, Les travailleurs ne comprendraient pas que c'est véritablement frauduleux. En participant, nous avons montré aux travailleurs à toutes les phases, puisque en étant dedans, nous avons la possibilité de dire il y a telle chose et de pouvoir démontrer qu'il y avait effectivement fraude. Nous avons participé, ça nous a permis de dénoncer et ça a permis de mettre suffisamment la puissance à l'oreille des travailleurs que ce vote-là est purement... Mais c'est frauduleux. Écoutez, le pays de Silicon Valley, les États-Unis, ils ne font pas voter électronique. Ils font vote manuel. Au cours des dernières élections aux États-Unis... Ils ont fait vote manuel. Le vote a créé beaucoup de problèmes. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a Non, je vais vous dire... Nulle part, le vote n'est... Non, c'est pour vous dire ceci. Qu'est-ce qui a créé le problème? Les gens ont fait vote électronique, non vote manuel, et c'est le comptage qui a été électronique. Et Trump conteste, il estime qu'on lui a volé ses voix. Et aux États-Unis, même les gens ils partent du comptage électronique au comptage manuel. C'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité de vérifier. Monsieur Arnaud, vous allez à un vote. Quand vous votez avec portable, vous finissez de voter. Quel moyen avez-vous de vérifier la destination de votre voix? Vous n'avez aucun moyen. Savez-vous que au comité électoral, pour vous prouver une fois encore le caractère frauduleux de ce vote, lorsque nous avons dit, mais, premièrement, lorsqu'on a dit que c'est une agence présidentielle qui allait organiser, on dit, mais comment une agence présidentielle? On sait déjà que la présidence était déjà contre la CSTB. Non, mais vous ne pouvez pas dire que la présidence est contre la CSTB. Le président m'a dit, monsieur le SG de la CSTB, le 16 octobre, si vous continuez de parler comme ça, de vouloir défendre coûte que coûte les revendications des travailleurs prochainement, je ne vous invite plus. C'est lui-même qui m'a dit ça. Forcément, dans la manière. Alors, en me disant ça. Dans la manière, il y a eu peut-être des trucs qui n'ont pas plu au président. Il n'y a eu aucune manière. Il m'a dit si je continue de demander de libérer les syndicalistes en prisonnier, si je continue de dire que il dit qu'il a remboursé toutes les dettes. On va y. Non, il n'y a aucune manière. Justement, par rapport à vos revendications, vous faites souvent cavalier, je ne sais pas, solitaire. Et on se demande quel intérêt de travail lorsque vous dites que comme revendication, il faut forcément libérer le syndicaliste qui est en prison, Métognon, ou le retour des exilés. Mais finalement, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'action syndicale pour les intérêts des travailleurs ou c'est parce que vous êtes quelque part un prolongement du parti PCB que finalement les revendications de la CSTB sont focalisées sur ces éléments-là? C'est ça. Et nous avons effectivement, on a un certain nombre de revendications que nous présentons au gouvernement. Et la synthèse, si je dois résumer la synthèse, puisque vous n'avez pas de revendications, la
première revendication, c'est d'abord, elle est relative aux libertés. Et je suis sûr que si vous savez que après cette émission, on va vous interpeller, fermez votre chaîne parce que vous avez eu à organiser une émission, vous n'alliez pas m'inviter. Donc la question des libertés dans un pays importe beaucoup. C'est pour ça que nous insistons sur la question des syndicalistes qui ont été mis en prison, pas parce qu'ils ont commis une faute. Laurent Metoyon n'a commis aucune faute. Ça, c'est vous qui le dites. Les exilés politiques aussi. Attendez. Parce qu'après, il y a eu un procès, la justice Laurent, a tranché. Non, vous avez suivi ou bien vous n'avez rien suivi? On a suivi, mais on s'en tient à la décision. Vous n'avez rien justice. suivi. Si vous avez suivi, on s'en tient à la décision. Si vous avez suivi, tout le monde sait. Et puis, ce que vous dites aussi, ces syndicalistes n'ont pas été forcément arrêtés pour des actions syndicales. Si vous voulez me laisser parler, je parle. Non, allez-y. Je suis votre représentant reconnu au plan national. Vous m'invitez ici. Je suis le représentant de tous les travailleurs, y compris les journalistes. Allez-y. Donc, si vous m'invitez, laissez-moi le temps d'expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe. Ou alors, vous ne m'invitez pas. Il faut que les travailleurs comprennent ce qui se passe. Et c'est le premier syndicaliste des travailleurs qui parle à tout le pays, à travers votre chaîne. Allez-y. Donc, si vous ne me permettez pas d'expliquer les choses, laissez-moi alors prendre mon WhatsApp pour expliquer et livrer les choses. Vous me posez une question importante qui doit être clarifiée aux téléspectateurs pour comprendre la question des libertés. J'ai dit, nous avons, par exemple, mis un point d'ordre sur la question des libertés. Et j'ai donné l'exemple de Laurent Metoyon. Tout le monde sait que Laurent Metoyon est emprisonné sur le plan politique. Il n'a commis aucune faute sur le plan professionnel ou sur le plan de sa représentation. C'est nous qui l'avons envoyé au conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale avec Edouard Adégouké qui est de la CSA. Lui aussi est emprisonné de la même manière. Et nous demandons qu'on les libère et qu'on libère les autres. Et vous demandez pourquoi on demande le retour des exilés politiques. Mais en quoi les libertés, quand il y a un manque de liberté dans le pays, le manque de liberté des travailleurs, le manque de liberté des hommes politiques, le manque de liberté, par exemple la façon dont on a nommé les députés, on a nommé les maires là. Il y a eu des élections. Il n'y a pas eu une élection monocolore, une élection, comment on appelle, une élection où on a exclu des partis politiques, où c'est seulement les partis du chef de l'État qui participent aux élections. Et c'est suite à tout ça, on arrête des gens, on en tue même, des gens sont en prison. Finalement, est-ce que la CSTB, c'est le Parti communiste, le Parti communiste du Bénin. Vous mettez en œuvre donc qu'on appelle les revendications du Parti communiste. Ce que vous ne savez pas, les revendications des travailleurs. Ce que vous ne savez pas, oui. Le Parti communiste du Bénin est le meilleur défenseur des travailleurs au Bénin. Non, ce n'est pas la question. Vous êtes je vais vous expliquer. Oui. C'est le Parti communiste qui a créé le PCB en 1982 contre l'UNSTB qui était la centrale unique qui était avec le gouvernement, qui était avec le PRPB et le gouvernement. En 1982, l'UNSTB était dirigé par le feu Romain Viron-Guézo, qui était en même temps vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, la centrale syndicale, le gouvernement, l'Assemblée nationale étaient même père, même mère. C'est le PCB qui a aidé les travailleurs à créer la CSTB dans la clandestinité, au Nigeria. Et les gens sont revenus ici mener le combat, se joindre au PCB à ce moment et aux autres organisations clandestines pour renverser le PRPB en 1989. 1989, il n'y avait pas d'autres syndicats. C'est pour dire que le PCB a aidé à la conquête des libertés dans ce pays. Donc ça continue. Et continue d'œuvrer. Mais vous ne voyez pas les adresses. Aujourd'hui, la CSTB reçoit donc ses instructions, continue de recevoir des instructions du PCB. Non, nous ne recevons pas les instructions du PCB. Mais nous bénéficions de l'éclairage du PCB qui est reconnu au Bénin comme parti politique qui éclaire les citoyens,
qui se bat pour que le Bénin soit un pays qui se n'a pas développe. pu décrocher des postes, n'a pas pu se faire représenter en matière électorale au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau également des... Quelle élection se fait? Mais depuis 90, Depuis est-ce 90, que le PCB véritablement a pu avoir une place au plan politique? ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsque le PCB est devenu PCB, a lutté avec les masses pour la conquête des libertés démocratiques. Lorsque on a pu renverser le PRPB, beaucoup de charognards sont venus s'accaparer de tout le pouvoir, mettant tous les combattants, les Wawa Thérèse, les Jean Kokouzounon, les Laurent Métoyon, tous ceux qui se sont battus pour qu'il y ait renversement de l'autocratie ont été mis de côté. Et ceux qui sont venus prendre le pouvoir commençaient par organiser les élections sur la base de l'argent, sur la base de la corruption, sur la base de toutes sortes de... Et vous allez constater que depuis un certain temps, c'est les anciens ministres, les anciens DG, les gros commerçants qui deviennent ministres et députés et qui vont voter des lois contre même le peuple, qui vont voter des lois pour l'intérêt d'une minorité. Donc, le PCB, dans ces conditions, à partir du moment où il y a tripatouillage, où il y a fraude, il n'y a pas de... Moi, j'ai été candidat plusieurs fois. Moi, je suis membre du PCB. J'ai été candidat plusieurs fois dans ma localité, très populaire. Mais le jour du vote même, je n'ai jamais été élu. Et les gens sont surpris parce que en réalité, c'est une compétition de fraude. Mais ici, je ne parle pas au nom du PCB. Je suis membre de la CSTB. Et à la CSTB se trouvent beaucoup de représentants d'autres partis. Qu'est-ce qui attire les gens à la CSTB? C'est que nous luttons. Il y a deux lignes syndicales aujourd'hui au Bénin. Il y a la ligne révolutionnaire, c'est-à-dire ceux qui se battent pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, qui n'ont pas peur de dire la vérité au gouvernement, qui ne se font pas corrompre, qui acceptent de souffrir, d'aller dire la vérité, qui sont proches des travailleurs. Il y a cette ligne. Il y a l'autre ligne, suivez. Il y a la ligne réformiste du syndicalisme de participation. Des gens qui disent on défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais qui complotent souvent avec les différents pouvoirs. La méthode peut être différente, mais vous n'allez pas dire qu'ils complotent forcément avec le pouvoir. Peut-être qu'ils n'utilisent pas la même méthode. Je donne un exemple précis. Lorsque le gouvernement a dit qu'on veut aller aux élections professionnelles avec vote électronique, la CSTB a été la seule à contester. Tous ont accepté. Alors qu'ils savent que leurs militants n'ont pas de portable Android. C'est des milliers de militants. Ils savent qu'il n'y a pas Internet partout. Pourquoi ils ont accepté? Et aujourd'hui, ils s'écrivent, nous avons amélioré notre score. Quel score ils ont amélioré? Pendant qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la CSTB est soutenue par... Même les élèves demandaient à voter. Même les élèves sont contents de la CSTB. Les paysans m'appellent des villages pour me féliciter. La CSTB, c'est devenu un patrimoine de tout le peuple béninois. Depuis quelques années, vous n'obtenez plus vraiment de résultats. Quel résultat? Jusqu'au boutisme, par exemple, on a un exemple tout simple. Les travailleurs, nous parlons notamment des enseignants qui nous ont suivis et qui aujourd'hui ont été radiés. Est-ce que véritablement l'action syndicale, c'est pour cette finalité-là? Est-ce qu'il faut pas savoir, dans la démarche syndicale, pouvoir replier, revenir et trouver les voies et moyens pour le bien des travailleurs? Est-ce que toujours cette propension au jusqu'au boutisme a toujours payé au cours de ces dernières années? C'est ça. Ce que les gens n'expliquent pas, c'est ceci. Le jusqu'au boutisme par rapport à la compromission. Il vaut mieux être jusqu'au boutiste, aller vers la satisfaction des intérêts, que de faire semblant de lutter et très rapidement s'entendre avec le pouvoir contre les travailleurs. Je prends l'exemple concret des enseignants qui ont été radiés. Vous dites que c'est le jusqu'au boutisme qui a permis de radier les enseignants. Vous avez demandé aux les enseignants, je rappelle ceci. Je rappelle, ce n'est pas nous qui avons demandé de ne pas aller composer même.
lorsqu'on a demandé aux enseignants de composer pour la première fois, ça a commencé par le primaire. Moi, je disais aux enseignants, c'était en 2018 ou 2019, j'étais à Genève quand j'ai téléphoné pour j'ai discuté avec les syndicalistes nigériens qui ont dit, notre gouvernement a fait évaluation diagnostique et a licencié des gens. Si jamais vous acceptez ça chez vous, les gens seront licenciés. J'ai appelé les syndicalistes du primaire pour dire, n'acceptez pas de composer. Mais les autres centrales syndicales leur avaient dit, allez composer. Ils sont allés composer. Plus de 98% avaient eu la moyenne. C'est comme ça que le gouvernement a dit d'annuler qu'il faut reprendre. C'est là qu'ils ont dit, la CSTB donc avait raison, on ne compose plus. Ils ont refusé. Et comme c'est tout le monde qui a refusé, les gens étaient obligés d'abandonner. Ils sont allés au secondaire. Et quand ils sont allés au secondaire, le président nous a appelés au palais. Et j'ai dit au président, mais c'est quoi cette affaire d'évaluation diagnostique? Un enseignant qui vient d'être recruté, 1 an d'ancienneté. Celui qui a 20 ans d'ancienneté. Celui qui a 30 ans d'ancienneté, qui ira à la retraite en octobre, ils vont s'asseoir sur la même table pour composer la même épreuve et vous dites que vous l'évaluez. Vous qui êtes journaliste là. Si aujourd'hui on veut vous évaluer, je ne sais pas qui est le patron de la presse ici, et il vient ici, au lieu de vous voir en train d'interroger les invités, en train donc de préparer les éléments, en train de produire des choses, si on vous donne des épreuves des étudiants pour composer, un jeune stagiaire va vous battre. Mais est-ce qu'on vous a évalué comme ça? C'est pas ça l'évaluation. Donc, les enseignants ont dit, j'ai dit au président de la République, ce n'est pas une évaluation ça. Et finalement, les autres faisaient semblant d'hésiter. Heureusement que les syndicalistes du secondaire dans la période ont été fermes. Ils ont refusé de composer. Ils ont refusé l'évaluation diagnostique. Donc c'est comme ça. Ils ont organisé l'évaluation au secondaire. Vous voulez dire ça a échoué. Non, suivez. Tout est parfait. Suivez-moi. Parce que vous l'avez abordé pour montrer que c'est nous qui avons fait exclure les enseignants. Je vais vous montrer. Quand les enseignants ont refusé de composer, très peu ont composé. Le pouvoir a été obligé d'abandonner ce projet. Maintenant, il réfléchit. Il identifie la promotion 2008 sous prétexte que ceux-là, ils n'ont pas composé avant d'être recrutés. Or, à la fonction publique, tout le monde ne composait pas avant d'être recruté. Ça a été des luttes avant qu'ils ne soient reversés. Donc, c'est comme ça qu'on les a identifiés. Et ils se sont entendus avec des responsables syndicaux pour dire ceux-là, qui sont près de 15 000, 18 000, on va les faire composer. Nous sommes encore allés à la présidence. On a discuté. On a tous dit que c'est illégal. Alors, si on reconnaît que c'est illégal, comment est-ce qu'on peut faire composer les gens sans que ça ne soit prévu par la loi? Les enseignants ont dit on ne compose pas la CSTB. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au fait que on sait qu'il y a des problèmes au niveau de la qualité. La baisse du niveau. Aucun problème. Mais vous n'avez pas suivi, vous ne suivez pas que lorsque on demandait à ceux-là d'aller composer, c'est à ce moment qu'on disait qu'on a eu les meilleurs résultats au bac. Les meilleurs résultats au bac depuis 1963. C'est pour la première fois qu'on a eu les meilleurs résultats au bac. C'est quel autre enseignant? C'est les gens du Niger, c'est les Ghanéens qui sont venus. Est-ce que vous êtes au moins... Donc ça veut dire quoi? Vous êtes au moins conscient qu'il y a des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ces enseignants-là. C'est eux qui sont même directeurs, les reversés là. Directeurs, censeurs, professeurs, conseillers pédagogiques. Ce sont eux qui ont permis d'obtenir ces résultats-là. Et c'est eux qu'on veut licencier. Et ils ont comploté avec d'autres, avec des confédérations, des secrétaires généraux des confédérations syndicales qui ont soutenu le fait de composer. Et même un secrétaire général a dit au palais, bon, monsieur le président, laissez les gens composer. Ceux qui ne veulent pas composer, vous allez utiliser la loi pour pouvoir les sanctionner. Oui, il y avait des commissions qui ont été mises en place. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, chers journalistes, laissez-moi conclure cela avant que vous ne continuez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les secrétaires généraux des centrales syndicales qui ont aidé le gouvernement à radier arbitrairement. À moins que vous, ici, vous, journalistes, vous ne sachiez pas ce qu'on appelle la loi. C'est la loi. La loi, ce n'est pas le président. Ce n'est pas Patrice Talon qui fait la loi.
Ce sont des tests qui existent, qu'on applique. Il y a un statut général de la fonction publique qui dit comment on gère le personnel. Aucun statut n'a prévu. Nous ne sommes pas responsables syndicaux. Vos pères ont accepté. Donc, c'est pas à nous de si nos pères violent la loi, vos pères ont accepté. Parce que les pères ont violé la loi. Les commissions ont été mises en place. Non, vous avez été laissé à faire de commission. Vous savez, pour le laissé à faire de commission si les pères ont accepté. Est-ce que vous étiez représenté au sein de... Qu'est-ce que vous appelez commission? On vous parle de la loi. La loi n'a pas dit de mettre une commission pour évaluer un enseignant. La loi a prévu les conditions d'évaluation. Donc, c'est la loi qui a été violée et on a radié. Donc, ceux qui ont aidé à radier les enseignants, c'est le président Patrice Talon et les responsables syndicaux amis. Mais est-ce que la CSTB, c'est pas la CSTB qui signe. Mais est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de voir ces plus de 200 travailleurs radiés sans emploi aujourd'hui? Vous êtes criminel de votre part. Vous me demandez si je suis fier. Puisque aujourd'hui, les autres centrales ne vont pas... Ce sont les autres centrales, si vous, journalistes... Le problème aujourd'hui, si ils ont demandé aux gens d'aller composer. Donc, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se dire, bon, si on a radié, c'est parce que nous, on leur avait dit de ne pas aller composer. Aujourd'hui, les gens s'identifient à la CSTB pour dire, c'est la CSTB qui a demandé de ne pas aller composer. Aucun radié ne dit ça. Dites-moi, le seul... tous les radiés savent que ce sont des responsables syndicaux qui se sont entendus avec le gouvernement du président Patrice Talon pour les radier. En vue. Parce qu'en fait, au départ, c'était pour radier un plus grand nombre. C'est parce que ça a coïncidé. Comment on appelle ça a chauffé. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire. Ils devaient continuer au niveau de la santé, au niveau d'autres corps, pour radier des milliers de travailleurs. Donc, je ne suis pas responsable de la radiation. C'est ceux qui ont violé la loi. Est-ce que vous pensez ceux que ceux qui n'ont même pas d'enseignants de qualité. Vous êtes sûr que ces radiés vont vous porter dans leur cœur aujourd'hui? Mais je suis en contact avec tous les jours, non? On continue de se battre pour que la loi soit respectée. Malgré le chômage. Vous, là, vous devriez normalement, si vous étiez... Alors, tous les patriotes se battent pour soutenir ces radiés-là. Pour que la loi soit appliquée. Nous avons parlé donc de... Donc, je parlais des comment on appelle, des revendications. Donc, il faut les radier là. Il n'y a pas que eux seuls. Il y a Patrice Trépeau. Patrice Trépeau a été arbitrairement radié en violation des lois. Il faut pouvoir, non seulement, il faut le ramener. Il faut le ramener à la fonction publique. Les 305 doivent être ramenés à la fonction publique. Et même, lorsque vous parlez de lier les revendications politiques aux revendications syndicales, mais tout est lié. Qui n'est pas autorisé à faire la politique? La politique, c'est la gestion de la cité, non? C'est la gestion des hommes. Non, ce n'est pas là la question. La question, là, c'est qu'il faut que le Parti communiste se retrouve en matière politique. Le Parti communiste central, la CSC, le Parti communiste soutient tous les travailleurs. Il soutient tous les travailleurs. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Il faut que le Parti communiste se retrouve, s'arrange pour se débattre sur le terrain politique. C'est quoi s'arrange? C'est quoi s'arrange? Vous ne l'entendez pas se prononcer? Oui, mais il faut que la CSCB se retrouve dans son rôle syndical. Les partis politiques s'occupent de quoi? C'est l'animation de la vie politique de la République. La vie politique ne s'occupe pas de l'éducation. Attendez. Des travailleurs aujourd'hui. L'animation de la vie politique, là, comment vous entendez ça? C'est quoi animer? C'est animation. C'est la conquête du pouvoir. L'animation de la gestion du pouvoir d'État, c'est la façon de développer. Je vous explique ce qu'on appelle l'animation de la vie politique. L'animation de la vie politique, c'est d'aider les citoyens par rapport à tous les compartiments de la vie. La vie sociale, la vie culturelle, la vie économique, tous les aspects de la vie. Quelles doivent être les positions des citoyens? L'école dans notre pays, c'est comment? L'éducation se comporte comment? La santé, ainsi de suite. Comment ça se peut? Et par rapport à ça, les travailleurs occupent quel rôle? Et c'est par rapport à ça que le PCB, tous les partis n'ont pas la même vision, pas la même politique par rapport à l'éducation, par rapport au social, par rapport à la santé, non du tout pas. Oui, mais bien sûr. Donc c'est par rapport à la ligne du parti. Le PCB donne des conseils. Est-ce que vous qui parlez là, vous connaissez la ligne du PCB? Vous connaissez la ligne politique du PCB? La question fondamentale. Allez lire ce que le PCB propose par rapport à la situation actuelle.
par rapport à l'école, par rapport à la santé, même par rapport aux journalistes, même par rapport à la liberté où aujourd'hui, il suffit de transférer un message. La CSTB va continuer d'être le prolongement du PCB. Est-ce que c'est cela? La CSTB n'est pas le prolongement. Mais c'est ce qu'on voit. Et puis d'ailleurs, c'est ce que vous ne savez même pas ce qui se passe. Allez en Afrique du Sud. D'abord, vous savez, le PCB, la CSTB là, nous devons participer à la conquête du pouvoir dans notre pays. En tant que syndicat? En tant que syndicat, pourquoi? Pourquoi nous devons participer? Nous devons participer parce que nous avons besoin que le pouvoir qui va venir dans le pays s'occupe de tout le pays, s'occupe des travailleurs. C'est un rôle dévolu par les politiques. Non. Et les pouvoirs d'État. C'est dans un pays où les gens ne comprennent rien. C'est dans une constitution. C'est dans le pays où vous ne comprenez. C'est parce qu'au plan politique, vous ne comprenez pas que tout le monde doit s'intéresser. Même les religieux s'intéressent à la vie politique. Nous voulons quoi? Nous voulons qu'un pouvoir politique qui est là, qu'il permette, par exemple, que les députés à l'Assemblée, là, que les travailleurs aient les représentants à l'Assemblée nationale, pour que lorsqu'on veut voter les lois qui concernent les travailleurs, qu'ils puissent regarder pour dire tel aspect. Nous voulons que les travailleurs, nous voulons participer à la prise du pouvoir parce qu'on ne veut pas arriver qu'un président puisse nous dire, moi je peux nommer un ami politique, qu'il soit incompétent ou non, vous n'y pourrez rien. Nous voulons pouvoir quelque chose. Si on veut nommer quelqu'un, au lieu de nommer, il faut permettre aux travailleurs plutôt de désigner. Par exemple, si on prend le CNHU, il faut permettre aux travailleurs du CNHU de désigner leurs représentants. Au port autonome, au lieu de prendre le port et de confier aux étrangers pour dire gérer, améliorer, je préfère prendre des Béninois, envoyer à l'étranger, se faire former, ils reviennent, et les travailleurs, avec les travailleurs du Bénin, ils gèrent le port. Nous voulons que les travailleurs eux-mêmes, comme l'université avait commencé par élire les recteurs, les vice-recteurs, il faut que les différentes structures publiques commencent par élire. Et si nous avons un pouvoir politique comme ça, nous sommes sûrs que le Bénin va se développer. Donc, mais si on reste à l'écart et n'importe quel aventurier vient prendre le pouvoir et commence à faire ce qu'il veut, il nomme ses amis, ils vont commencer par piller les ressources du pays. Est-ce que finalement... C'est très grave. Donc, dans tout pays, tout syndicat digne de ce nom doit participer à la vie politique. C'est-à-dire que la vie politique, il n'y a pas de frontière entre la vie syndicale et la vie politique. Et c'est pour ça que le PCB s'intéresse à la vie des travailleurs. Mais quand vous dites animation de la vie politique, là, les partis vont aller au ciel pour animer la vie politique au ciel et laisser les hommes. Nous allons revenir parler du bilan de l'action syndicale sous Patrice Talon. Voilà. Qu'est-ce que les travailleurs ont gagné? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Au cours de ces dernières années, des 5 dernières années sur le régime de Patrice Talon, quel bilan peut-on faire de l'action syndicale? L'action syndicale, ce qu'on peut retenir au cours du régime de Patrice Talon à partir de 2016, les travailleurs n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné, pourquoi? Parce que le président Patrice Talon a décidé de ne rien donner aux travailleurs. Et les travailleurs ont été divisés en deux groupes. Un groupe qui s'est baptisé G6, qui accompagne les réformes du gouvernement. Ce groupe-là accompagne les réformes du gouvernement. Et la CSTB, ce groupe G6. C'est lui qui s'est appelé G6, c'est pas moi qui l'appelle. C'est comme ça qu'il s'est baptisé G6. Vous parlez des autres centrales que vous les autres, G6, oui. Ils accompagnent les réformes du gouvernement. Il est quand même arrivé que vous avez demandé pour... Mais vous posez la question, laissez-moi expliquer avant de poser la question. Vous avez demandé le bilan. Oui, et je dis que... Quand vous parlez du G6... C'est le G6 qui soutient les actions du gouvernement. Si bien que lorsque la CSTB revendique, les autres disent non. Et qu'est-ce que les autres disent? Les autres disent que le président Patrice Talon est fort. Et comme il est fort, il faut se ranger. C'est vous qui le dites. C'est le bilan. Il faut se ranger. Il ne faut pas faire du syndicat, il ne faut pas faire il faut se taire, il faut se ranger. C'est pour ça qu'ils ont inventé le syndicalisme de type nouveau. Le syndicalisme d'accompagnement. Et ce que les travailleurs ont gagné sous Patrice Talon, c'est qu'ils ont su désormais
est-ce qu'il parle au nom des travailleurs? Et c'est ça que ces élections ont donné. Qui est-ce qui parle au nom des travailleurs et qui est-ce qui a rejoint le pouvoir? Vous avez été quand même désavoué dans le secteur privé, quand on parle des résultats. Non, laissez... Le score très serré entre vous et la CSA. Laissez affaire du secteur privé, laissez, je dis les élections professionnelles, laissez les résultats, laissez les chiffres. Ce n'est pas les chiffres que les gens ont regardés pour donner les résultats. Les gens ont regardé, nous là, on ne pouvait pas nous contourner. S'il était possible que le gouvernement nous mette à l'écart et nomme 2 ou 3 autres, ils l'auraient fait. Mais ils n'ont pas pu le faire à cause des travailleurs et de tout le peuple. Tout le peuple a battu une campagne pour la CSTB. Imaginez-vous que pendant que les gens partageaient des libéralités, moi, quand j'allais quelque part, j'ai lancé souscription. Même à la fonction publique, sous la ministre Mathis Adijatou, quand j'ai été battre campagne, j'ai lancé souscription pour qu'on m'aide à envoyer mes équipes de campagne. Les travailleurs ont payé. Partout où j'allais, les gens cotisaient. Les travailleurs n'ont rien gagné. Donc les travailleurs, ce qu'ils ont gagné, c'est que désormais, ils connaissent qui les défend. Et c'est pour ça qu'on a gagné les élections professionnelles. Et j'ai dit, n'épiloguons plus sur ce qui s'est passé. Vous les avez défendus, mais ils n'ont rien gagné. Est-ce que votre méthode aussi n'avait pas été forcément la bonne? Quelle méthode? Vous présentez... Moi, ma méthode... Vous avez dit que finalement, c'est la CSTB qui défend... En réalité, ce n'est pas... C'est pas la CSTB qui gagne pour les travailleurs. La CSTB soutient les travailleurs en lutte. Les travailleurs n'ont pas pu se déployer sérieusement. Ils se sont battus quand même. On a fait une grève. Vous avez suivi en 2018, non? Vous avez suivi en 2018. Mais de plus en plus, les travailleurs ne vous suivent non, suivez. Vous avez suivi en 2018. Ensemble, on a déclenché une grève. 4 centrales sont restées à Cotonou pour briser la grève. Et vous dites ça veut dire que seul vous ne pouvez pas forcément 4 centrales sont restées à Cotonou, alors que pour déclencher la grève, nous avons fait une tournée pour rencontrer les travailleurs, commune par commune, département par département. Et les travailleurs étaient d'accord. Et ont même dit, avant de suspendre la grève, revenez nous voir. Nous sommes venus, nous avons déclenché la grève. Ça veut dire que seul vous ne pouvez rien alors. Voilà. Si les autres ont pu briser la grève, ça veut dire que la CSTB... Je vous explique comment ça s'est passé. On était 7 à déclencher la grève. 4. Un d'abord est allé au champ d'oiseaux. Celui qui avait 1% là, au champ d'oiseaux, il a suspendu la grève. 3 autres, la CSA, la CGTB et la CSP, la CSUB, sont restés, ont signé un papier pour suspendre la grève. Il est resté la CSTB, la COSI et l'UNSTB. Mais ça n'a pas été facile avant de poursuivre, parce que là, les travailleurs subissaient des pressions. On les menaçait, mais on menaçait de les sanctionner. Nous avons été obligés d'aller sur le terrain. Les autres ont failli, même les 2 autres ont failli encore abandonner. C'est sous le leadership de la CSTB qu'on a été, on a dit, allons sur le terrain, interroger les travailleurs. Nous avons été sur le terrain, nous avons interrogé les travailleurs, on avait dit il faut suspendre pour éviter, pour se donner les moyens de poursuivre à un moment donné. C'est comme ça que nous sommes revenus à la bourse du travail, nous avons suspendu. Donc, si nous n'avons pas obtenu, ce n'est pas le manque de volonté de la CSTB, c'est les travailleurs même qui doivent être en lutte. Or, les travailleurs étaient tiraillés à gauche et à droite, la plupart. Si vous êtes convaincu du combat, si vous avez des travailleurs acquis à votre cause, convaincus du combat, est-ce que cette grève-là allait échouer de la sorte? Mais vous imaginez, nous sommes ensemble, on déclenche une grève, les gens arrêtent. Il y a des gens qui sont militants de ces centrales quand même. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, la CSTB demain, première organisation syndicale sur l'élection, lance une grève, est-ce que vous êtes sûr que cette grève va être suivie par la majorité des travailleurs? D'abord, je vous disais que après la victoire aux élections, la phase qui suit, c'est qu'il faut que les travailleurs s'organisent, se mobilisent, imaginent toutes les actions possibles
à mettre en œuvre pour la satisfaction de leurs revendications. La CSTB n'est pas une centrale messie, contrairement à ce que certains pensent. Il y en a qui pensent qu'il suffit que la CSTB veuille et pour aller régler les problèmes. Non, ce n'est pas la CSTB qui règle les problèmes. C'est le gouvernement qui règle les problèmes. Mais il faut que les travailleurs eux-mêmes se mettent en ordre de bataille, cherchent les actions. On a dit 2 jours de grève. Bon, est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on a fait les 2 jours? Faisons d'abord les 2 jours de grève. Est-ce que depuis là, on fait? Faisons 2 jours de grève. Vous n'avez pas déclenché, la CSTB n'a pas déclenché 2 jours de grève. C'est ce que je dis, je demande aux travailleurs. La grève ne se déclenche pas de là-haut. Pour déclencher une grève, c'est de là-bas. La CSTB, c'est une confédération qui fait un certain nombre de secteurs. La CSTB ne peut pas, parce que le CNHU veut aller en grève, déclencher une grève générale. La CSTB regarde, est-ce que chaque secteur est prêt avant de déclencher? C'est pour ça qu'il faut que des secteurs même déjà s'organisent, voient des actions efficaces pour, comment on appelle, pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. Et nous les soutenons. Nous sommes chargés de soutenir fermement les travailleurs. Nous, on ne trahit pas. Mais les travailleurs ont été défalqués, d'autres ont été mutés à l'issue d'une grève dernièrement. Mais est-ce que finalement, la centrale arrive à défendre la cause véritablement de ces travailleurs-là, dès lors qu'ils se retrouvent en situation difficile du fait d'avoir obéi? La centrale défend. La centrale défend. Mais les autres centrales ont affaibli les travailleurs. Mais lorsque maintenant ils se sont rendus compte que effectivement c'est la CSTB qui est leur représentante auprès du gouvernement et que la CSTB leur dit organisez-vous, réorganisez-vous, voyez les actions efficaces, commencez par mener les luttes et soyez prêts à répondre aux mots d'ordre de la CSTB. À partir de ce moment, les choses vont changer. Les travailleurs vont réfléchir pour trouver les actions à mener pour la résolution de leurs... Vous savez, les enseignants ont leurs problèmes. Les gens de la santé ont leurs problèmes. Les gens de l'environnement ont leurs problèmes. Il y a des problèmes sectoriels. Les collectivités locales, ils ont leurs problèmes. Aujourd'hui, chacun a ses problèmes. Alors, quelles sont les revendications, quand on prend tous les problèmes de façon globale, aujourd'hui, quelles sont les revendications les plus urgentes à régler par le régime du Parti Salon? Première revendication les plus urgentes, il faut libérer les syndicalistes en prison. Ces syndicalistes-là, c'est qui? Il y a Laurent Métoyon, il y a Edouard Adégoké, il y a, comment il s'appelle, le dernier syndicaliste qui a été kidnappé de Nate Tengou, là, pour une affaire de transfert d'un message au WhatsApp. On dit qu'il aurait été kidnappé ou il a été arrêté. Kidnappé. Arrêté. Il a été kidnappé. C'est moi qui vous dis ça et j'avais sorti le papier, vous n'avez pas vu. Il a été kidnappé, il est allé au sport. Ça, c'est vous. Vous ne savez pas comment on arrête. Ou arrêter quelqu'un. Soit on le convoque, ou on va, on lui tend un mandat d'arrêt. Le type est en train de faire sport. On le suit. Il a quitté chez lui, il fait sport quelque part. On le suit. Et puis on va le prendre. Non, on l'appelle d'abord. On dit, quelqu'un l'appelle pour dire de s'approcher d'un véhicule, un véhicule noir. Il s'approche du véhicule et on lui tend un fusil. On dit, rentre dans le véhicule. Si tu ne rentres pas ces éléments-là. C'est comme ça. Alors pourquoi vous voulez faire des commentaires? Il a été kidnappé. Il a été amené à Cotonou. Il a été jugé, condamné à 24 mois. Kou Edouard. Nous exigeons sa libération. Et on exige... Les autres revendications, c'est la réintégration de Patrice Trépeau, des enseignants, des 3 enseignants. Vous savez que Patrice Trépeau, lorsqu'on parle de Patrice Trépeau, vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est un forestier syndicaliste qui a dénoncé la mauvaise gestion du secteur. Le parc Pandjari, là, et le parc W, ces parcs ont été confiés aux Sud-Africains. Il a dénoncé ça. Il a dénoncé d'autres façons de gérer le secteur. Et on le traduit en conseil de discipline. Le conseil de discipline le suspend pour 3 mois. Et les textes dans son secteur, dans les eaux et forêts, disent que l'autorité supérieure hiérarchique ne peut pas prendre une sanction supérieure
à celle prise par le conseil de discipline. Plutôt, il peut abaisser la sanction. Or, la sanction prise par le conseil de discipline, c'est 3 mois de suspension. C'est comme ça que le gouvernement a décidé de le radier. En violation de la loi, il faut qu'il soit réintégré parce que la loi a été violée. Après. Même il y a d'autres cas, des policiers, des commissaires où on dit qu'ils ont mal géré les affaires de primes et autres, et banalement des gens ont été radiés. Tout ça, c'est des radiations arbitraires. Après ça, la CSTB demande quoi encore? La CSTB donc demande que ceux-là soient réintégrés. Toujours liés aux questions de liberté. Les lois scélérates. Les lois qui disent qu'il n'y a plus de droit de grève. Finalement, la CSTB n'a pas de revendication. Pour les travailleurs. Au secteur. Pourquoi vous me coupez? Vous me demandez de parler, je ne commence pas à parler, vous me coupez. Une émission, c'est vous les représentants. Une émission, c'est un temps. Non, d'ici là, je suis en train. Oui, on est là. Il faut qu'on aille. Donc, il faut que non seulement les gens soient réintégrés, mais il faut que les lois scélérates, loi contre la grève, loi contre les contrats à durée indéterminée, loi contre les licenciements, ces lois-là, il faut que ces lois soient abrogées. Il faut aussi maintenant, par rapport à la faim, tout le monde a faim. Et depuis que le gouvernement est arrivé, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Il faut une augmentation des salaires. Et pour augmenter les salaires, il faut revaloriser ce qu'on appelle l'indice. Le point indiciaire doit augmenter de valeur de 50%. Le SMIC doit augmenter de salaire de 50%. Et lorsqu'on augmente la valeur du point indiciaire et du SMIC, il faut hiérarchiser aussi les salaires. Quand on a porté le SMIC de 31 000 à 40 000, ceux qui étaient à 40 000 passent à combien? Ceux qui étaient à 50 000 passent à combien? Ainsi de suite. Donc par rapport à la fin, c'est ça. On a augmenté les salaires des politiques. Les ministres, gagnent des salaires, on ne sait même pas leur salaire. Parce qu'il y a des ministres Bayor, des ministres Tergal. On ne connaît pas leur salaire. Dans d'autres pays, vous allez sur Google, vous tapez le salaire du ministre, vous connaissez. Il a dit ça au président, au palais, on ne connaît pas vos salaires, vous président là. Donc vous gagnez ce que vous voulez, puisqu'on ne connaît pas votre salaire. Maintenant, il y a les revendications sectorielles. Il y a beaucoup de travailleurs qui attendent des rappels, des arriérés de salaire. Ils n'ont pas les actes qui sortent. Les actes ne sortent pas. Il y a eu des arriérés de salaire qui ont été payés tout récemment. Oui, on a annoncé des milliards, mais en réalité, je ne sais pas à qui ces milliards-là ont été payés. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent les actes, d'autres qui ont des actes qui n'ont pas les arriérés de salaire. Il y a les retraités aussi qui meurent et laissent leur rappel. Les retraités se plaignent de ce qu'ils n'ont pas eu beaucoup. Ils attendent des rappels. Désormais, quand tu vas à la retraite, maintenant, sous le régime nouveau départ, c'est plus facile aujourd'hui. C'est plus facile qu'hier. Il ne faut plus attendre 2 ans avant d'entrer en fonction. Ah bon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un progrès? On attend que les retraités là puissent avoir effectivement leur papier. On attend. Donc, les gens, il y a ça. Il y a qu'il faut maintenant secteur par secteur. Quand vous prenez la santé, les gens ont les problèmes de... Vous avez appris maintenant que la semaine passée, le gouvernement a pris une décision pour supprimer les primes de rendement dans l'administration et dans la santé. Ça veut dire que les salaires diminuent maintenant. Pendant qu'on augmente le prix de l'électricité, le gouvernement diminue les salaires des travailleurs en supprimant les primes de rendement qu'on donnait aux travailleurs. Est-ce que les primes, c'est suffisamment grave. Le salaire, c'est autre chose encore. Oui, mais c'est les primes qui viennent compléter. C'est à la fin, ce que vous prenez. Oui, les primes viennent compléter le salaire. Est-ce qu'il faut compter tellement sur les primes? Il y en a dont les primes dépassent largement les salaires. Est-ce que l'approche... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que nous parlons de la revalorisation du point indiciaire du SMIC. Si le salaire était important, on n'allait pas chercher nécessairement les primes. Ça veut dire que les primes viennent aider à compléter le salaire. Au bout du compte, prime plus salaire, c'est ça qui fait le net que l'homme prend. C'est ça qui va dans sa bourse. Donc, on supprime les primes de rendement pendant que le coût de vie est élevé. Les salaires ont diminué au Bénin parce que tout coûte cher. Donc, il y a, si vous prenez par exemple toujours les revendications d'ordre sectoriel, vous prenez les enseignants avec les statuts particuliers, où c'est 1200 que les gens ont comme augmentation. Vous allez au Burkina, c'est autre chose. Vous prenez les agents de collectivité locale,
ils ont voté, je crois en 2018, je ne me rappelle plus en quelle année, une loi a été votée pour, comment on appelle, non, c'est avant 2018, c'est avant même, je crois même avant Patrice Talon, que des lois ont été votées pour rendre les fonctionnaires des collectivités locales, on les appelle fonctionnaires territoriaux. Mais il n'y a pas eu de décret d'application. Il n'y a pas eu de décret d'application. Donc, ça, les différentes revendications, si vous allez dans chaque secteur, vous allez au développement rural. Il y a les aspirants récemment, il y a eu un mais ça, c'est un problème. Il faut recruter les aspirants et les rendre enseignants, agents assermentés de l'État. C'est quoi l'affaire d'aspirant? C'est une étape, c'est une étape. Il n'y a pas d'étape, non. C'est une étape. Il y a parmi eux beaucoup de professeurs certifiés ou de professeurs adjoints qui sont toujours aspirants. Et on demande aux retraités de devenir aspirants. Pendant ce temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont pas de job. Les aspirants, on leur donne 30 heures, on leur donne... Non. Il faut recruter les enseignants et faire d'eux des agents assermentés de l'État pour qu'ils sachent qu'ils ont droit à la retraite, qu'ils sachent qu'ils peuvent véritablement travailler et ils seront performants et la qualité de l'éducation doit s'améliorer. Donc le truc d'aspirant là, c'est tuer l'école, c'est enterrer, parce que l'école était déjà morte. Vous savez que notre école ne marche pas. Vous êtes là, je ne sais pas si vous êtes fond ou si vous êtes à Diao. Moi, je suis Ouama. Et on est ici, on parle français. Et on est au Bénin. Nous devons nous instruire dans nos langues nationales. C'est quand moi je parle Ouama que je me sens vivre. Je parle ici. Je suis au Bénin, je suis en France, je parle français. Et je suis maintenant à Cotonou et je dois parler encore français, vouloir parler plus français que le français. Comme ça. Non, ce système-là... Nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle. Oui. Non, je voulais dire que par rapport à ça, vous devez savoir que nous devons nous instruire dans nos langues nationales. Le programme d'éducation doit prendre en compte cela. Pour que il faut reverser cela au Conseil national d'éducation qui a été... Quel Conseil national? Ce n'est pas sa préoccupation. Et c'est pour ça qu'il faut féliciter le PCB. C'est désormais ce conseil qui s'occupe de tout. Si vous allez regarder le programme du premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, Philippe Ngelma, c'est lui qui parle de ça. C'est lui qui dit, mais comment nous devons nous instruire dans nos langues nationales pour que notre éducation, nos programmes éducatifs tiennent compte de notre environnement social. Il n'est pas le seul, c'est la mise en œuvre qui pose problème parce qu'il y a d'autres. La mise en œuvre. Akora, par exemple, le linguiste professeur Akora. Mais la mise en œuvre c'est la mise en œuvre qui pose problème. La mise en œuvre ne pose aucun problème parce que les gens sont soumis à la France. Les gens sont soumis au dictat de la France. Et ils ne veulent rien respecter. Ramener par exemple les mathématiques en Ouama, par exemple, c'est pas si du jour au lendemain, c'est pas facile. Qui vous a dit que c'est pas facile? Moi, je fais alphabétisation, je fais mathématiques en Ouama. C'est pas facile puisque d'ailleurs des écoles... Qu'est-ce qui est facile? Même en mathématiques, même en français, les mathématiques sont faciles. Et vous savez qu'au niveau du ministère de l'enseignement maternel, volonté politique. Il y a eu. Si vous décidez. Il y a eu un début quand même dans la mise en œuvre de cette politique. Et puis après le début. C'est à vous que nous allons poser la question. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos dirigeants se préoccupent de suivre le dictat de la France. Et c'est ça qu'on appelle le pacte colonial. Vous avez apparemment appris maintenant là. Un technicien, un cadre de l'Assemblée nationale a montré que si on a 100 francs, aujourd'hui on pense que 80% seulement, 80% vont dans le budget français, dans le trésor français, et que des 20 francs qui restent, peut-être une bonne partie va dans la poche des privilégiés et que finalement, ce n'est peut-être que 10 francs, moins de 10 francs que l'intéressé a. Quand il a dit, on l'a sanctionné. Mais on va pas pour dire qu'il faut justement chercher à frapper notre propre monnaie, la Gambie en sa monnaie, ce petit pays-là. Alors, ça, si nous voulons être autonomes. C'est le débat, nous allons revenir. Mais c'est ça qui est. Nous allons revenir sur dans cette émission par rapport à la question de la présidentielle, c'est dans quelques mois. Ouais. Quelles sont les attentes, en tout cas pour vous, quel doit être le profil du prochain président? Ou est-ce que vous restez dans la dynamique de la continuité du régime du nouveau départ? Moi, je ne sais pas s'il y a présidentielle ou pas. Donc, je ne sais pas s'il y a présidentielle. Vous savez quand même qu'il y aura une élection présidentielle d'ici. Non, il n'y a pas présidentielle. Il n'y a pas présidentielle, pourquoi? Pour qu'il y ait présidentielle, il faut qu'il y ait
une assemblée, il faut qu'il y ait une Sénat où toutes les partis sont représentés. Il faut d'abord que tous les partis politiques au Bénin puissent avoir la possibilité de présenter des candidats. Ils ont la possibilité de Or, tous les partis politiques ne sont pas reconnus par le pouvoir. Le pouvoir, lui, il choisit les partis avec lesquels il y a une dizaine aujourd'hui. Il y a une loi, et reconnus. ceux qui arrivent à se conformer à cette loi-là peuvent quand même postuler. Vous savez, Quelle loi? Et la loi, là, c'est quelle mais loi? récemment, les démocrates ont quand même eu leur récépissé. Oui. Ils sont en même de présenter un candidat. Donc, vous voyez, ils ont les vous-même. parrainages. Donc, en réalité, il y a pas, le pouvoir ne reconnaît pas les partis d'opposition. Les démocrates, c'est un parti de c'est ça. l'opposition. La FCBE, c'est un parti de l'opposition. Le MPL de Korogoné, c'est un parti de l'opposition. Quel parti d'opposition? Maintenant, les partis seront parrainés par qui? Il y aura une élection. De toute façon, on va. Oui, les partis doivent être, les candidats doivent être parrainés, non? On va vers une élection. Mais les Non, parrains sont disponibles. Les parrains, là, c'est qui? Les députés qui sont à l'Assemblée, là, ils sont de quel parti? Ils ont dit qu'ils sont disponibles et qu'ils sont prêts à parrainer. Ils sont de quel parti? Combien de partis à l'Assemblée? Ils sont de la mouvance, mais ils sont quand même prêts à parrainer des Donc, candidats de ça l'opposition. veut dire que c'est ceux que le président Patrice Talon voudra parrainer qui seront parrainés. Mais dans tous les cas, là, Parce que l'élection ça veut dire aura quoi? lieu. Oui. Ça veut dire déjà à partir de là que les dés sont pipés pour que le président, les candidats ne sortent que sous le sillage du président. C'est ceux que le président veut parrainer qui seront parrainés. Ça fait un. Deuxièmement, et c'est déjà même fini, puisque la Sénat est sous le contrôle du président, la Cour constitutionnelle. Le président n'est pas membre de la Cour Sénat. constitutionnelle. Le président n'est pas membre de la Sénat. Il La n'est Cour pas aussi président de constitutionnelle. la La Sénat Sénat. est une institution autonome. Vous n'avez pas dit que c'est sous le contrôle du Ouais, président. dans l'ancien temps, il y avait eu au moins des partis. Il y avait eu des partis, donc partis d'opposition, partis de mouvement. Oui, mais la Sénat date de plusieurs années. La Sénat n'a pas mais encore été renouvelée. est-ce Il faut attendre le renouvellement de la Sénat Oui. pour que nous ayons d'autres. Maintenant, partis la qui puissent Sénat s'intégrer. actuelle, la Sénat actuelle est comment? C'est toujours la même composition. Elle a toujours la même composition. Oui, il faut attendre le Donc, renouvellement de l'équipe en place. voilà. Et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est aussi une institution autonome. On ne va pas dire que la Cour constitutionnelle est sous Voilà. le président de la Si République. vous regardez, même la LEPI là, le COS de l'EPI là, est souvent, il y avait souvent la mouvement et l'opposition pour regarder comment la liste électorale est établie. Et rien de tout ça. Donc il y aura peut-être nomination d'un président, il n'y aura pas élection présidentielle. Il y aura élection, le processus est en cours. Demain déjà, C'est une nomination. c'est le dépôt des Et dossiers. tous les citoyens savent que c'est une nomination. Donc il n'y a pas, quand il n'y a pas de démocratie. Et c'est pour ça qu'on insiste sur les questions de liberté. Et ça, quand on dit retour des exilés politiques, ça ne vous dit rien. Vous dites que c'est les politiciens qui doivent le dire. Mais c'est ceux-là ceux qui sont en prison là. Si Laurent Metteur n'était pas en prison, s'il n'avait pas voulu se rendre, il se serait enfui. Il ferait partie de ces gens-là. Donc pour moi, il faut que les Béninois puissent vraiment voir comment faire pour qu'il y ait démocratie au Bénin. On ne peut pas rester les bras croisés. Et on met les gens en prison tous les jours. Qu'est-ce que vous Tous les attendez? jours, aujourd'hui, vous sortez un message WhatsApp, vous êtes en prison. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau président? Du Quelles que prochain soient les quinquennat, conditions. de toute façon, il y aura un nouveau mandat. Il n'y a pas élection présidentielle. Donc, Les élections présidentielles, c'est la on attendait. nomination. Ok, de cette Ça veut manière- Parce qu'il n'y a pas possibilité. Je vous ai montré, je vous ai posé des questions par rapport au Qu'attendez-vous parrainage. qu'attendez-vous après cette nomination, si vous y tenez? Qu'attendez-vous après cette nomination? Ben, de toute façon, les travailleurs, vous êtes représentés, vous êtes la centrale. Vous avez énuméré des revendications aujourd'hui. tout à l'heure. Alors, mais ça veut dire quand même que vous allez quand même entrer en discussion. Les travailleurs vont se battre pour que nous puissions avoir effectivement, que le pouvoir puisse être à la, comment on appelle, que le pouvoir puisse écouter les travailleurs. Les travailleurs doivent se battre pour la satisfaction de leurs revendications. Les travailleurs doivent se battre pour qu'il y ait liberté. Les travailleurs doivent se battre pour que, au plan politique, les régimes puissent écouter les travailleurs. Les régimes puissent leur permettre d'être représentés à l'Assemblée. Comme les rois, par exemple. Les rois se battent dans leurs revendications. Ils veulent avoir une chambre des dignitaires à l'Assemblée nationale pour que les lois qui seront votées
que les dignitaires puissent regarder ces lois pour voir si c'est conforme aux transitions positives. Les travailleurs veulent un régime politique qui doit pouvoir leur permettre de choisir leur DG, comme à l'Assemblée, comme ça se faisait à l'université. Maintenant là, ce régime a encore supprimé le peu qui se faisait et qui devait se généraliser. Les travailleurs veulent d'un régime qui va développer notre pays, qui va faire... Aujourd'hui, regardez, notre coton là, on dit qu'on produit le coton. Le coton est envoyé en Europe. Nous ne le transformons pas. Or, c'est en transformant le coton au Bénin qu'on aura une plus-value. Ça va créer d'emplois. Il y a eu des expériences, les résultats ne sont pas forcément concluants. Coteb, c'était mauvais. Ce que Coteb faisait à Parakou. Quelle maison a fait faillite? Les gens n'ont pas le coton. Même ces BTA, à l'Okosa, ils ont des difficultés d'avoir de coton. Alors que le coton est produit au Bénin. Tant que nous ne transformons pas notre coton, tant que nous ne pouvons pas... Aujourd'hui, on encourage la production du coton. Les autres produits, le riz et tout ça là. Nous devons encourager la production de ce que nous consommons. Produisons ce que nous consommons. Les volailles aujourd'hui, les poulets congelés. On ne peut pas développer la production des poulets au Bénin et même en exporter. Nous allons aborder sans doute avant de clore cette première partie. Donc ça, il faut que les travailleurs s'intéressent à ça. Nous voulons que notre pays se développe. Le Bénin est un pays riche qui peut se développer. Mais c'est les politiques qui bloquent le développement. Voilà, vous avez aujourd'hui la possibilité de mieux vous faire entendre. Vous êtes la première organisation. On était toujours premier. La première centrale encore, à l'issue de la 3e édition des élections professionnelles. Qu'en sera-t-il par rapport à la représentativité au niveau du Conseil économique et social ou des organes où les travailleurs sont représentés? Normalement, le gouvernement doit pouvoir corriger cela. Il faut que le gouvernement corrige pour ramener à César à ce qu'est à César et à Dieu ce qu'est à Dieu. La CSTB au CES a droit à 2 sièges. Hier, on avait droit à 2 sièges et c'est ce qu'on dit. Ceux qui disent que nous ne savons pas négocier, tout ça, ils ont négocié pour prendre nos 2 sièges avec le président Yahi. Et ils ont encore négocié pour prendre nos 2 sièges avec le président Patrice Talon. Nous avons droit. Ce n'est pas seulement au Conseil économique et social. Au Conseil économique et social, la CSTB a droit à 2 sièges. J'espère que le gouvernement va corriger pour qu'on nous donne nos 2 sièges. À la Commission béninoise des droits de l'homme, c'est 1 siège. Et la loi dit que c'est la centrale la plus représentative. Quand c'est 1 siège, c'est la centrale la plus représentative. Il faut finir le mandat en cours au niveau Quel mandat? Au niveau du Conseil économique et social. Il faut finir le mandat. Quel mandat? Non, le président a dit qu'il veut appliquer les tests. C'était déjà mal fait. Il n'est pas question de mandat. Si le président veut appliquer les tests, c'est le représentatif qui doit envoyer là-bas. Normalement, c'est ça. Il faut écouter le mandat de ceux qui sont... Oui, mais quel mandat? Ils ont quel mandat? Ils font quoi là-bas? Laisser finir. Ils font le mandat. Mais vous voulez aller là-bas aussi? Ils étaient déjà là-bas. Non, nous, on a droit. Ce sont les travailleurs qui nous ont donné ce pouvoir de les représenter. Mais qu'est-ce qui s'est passé au CES pour que finalement vous êtes sorti première organisation et que sous le président Boni Yahi, par exemple, vous n'avez pas pu vous faire représenter au niveau du Conseil économique? Ce qui s'est passé est simple. Au temps du président Yahi, en 2014, nous étions en grève. Et cette grève-là mettait le gouvernement en difficulté qui ne voulait pas satisfaire à nos revendications. Et brutalement, les autres confédérations ont décidé de suspendre la grève sans l'avis de la base. Et curieusement, c'est dans la même période, à peine une différence de 48 heures, que notre décret, parce qu'on était à la fin du mandat, de la mandature du CES. Or, monsieur les téléspectateurs, il faut savoir ceci. Le Code du travail précise que la représentativité des travailleurs au Bénin est réglée par les résultats des élections professionnelles. Un décret d'application dit ceci.
seules les confédérations et centrales syndicales représentatives se répartissent les sièges à des forats de représentation conformément aux derniers résultats des élections et en tenant compte du siège à occuper. C'est ça. Oui, mais pourquoi donc les confédérations représentatives, c'était la CSTB, la CSA et la CGTB. Oui, mais finalement, vous avez fait la politique de la chaise vide. Or, comment vous avez pu... c'est ça que je vous dis. C'est lorsque les gens ont voulu briser la grève qu'ils ont fait, ils se sont entendus avec le pouvoir et le pouvoir est allé prendre un décret qui dit que il faut que chaque centrale désigne 5 personnes et que les 5 se retrouvent pour élire 4 personnes. Or, ça là, c'était valable quand il n'y avait pas encore élection professionnelle. C'est-à-dire que il y a un décret qui a dit comment on doit choisir les représentants du Conseil économique et social. Et quand il n'y avait pas encore élection professionnelle au niveau des travailleurs, le décret avait prévu que chaque centrale désigne 5 personnes et les 5 se retrouvent pour désigner 4 personnes. Mais à partir de 2001, où les premières élections professionnelles ont eu lieu, les mandatures qui ont suivi ont respecté les résultats des élections professionnelles. C'est pour ça que Gaston Azoua et Laurent Métaillon ont fait une mandature. Et la mandature, ils ont fait 2 mandatures successives. Mais après, il n'y a plus d'élection professionnelle, donc le gouvernement a le droit de non, il y a eu... Après 2006, vous n'avez pas respecté l'organisation régulière des élections professionnelles. Donc... un décret dit que les élections professionnelles s'organisent chaque 3 ou 4 ans. Mais tant qu'il n'y a pas une nouvelle élection, les résultats de l'ancienne demeurent valables jusqu'à la nouvelle édition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, c'est la CSTB. Avant la CSTB continuait. Si vous allez au comité paritaire, nous avons 8 représentants par rapport aux autres. Au comité paritaire, c'est la CSTB, la CSA et la CGTB. Et nous avons le plus de représentants. Le comité paritaire de comité paritaire près de la fonction publique. C'est le comité qui élabore les projets de décret, les projets de statut particulier et autres. Je suis le premier vice-président du comité paritaire de la fonction publique. Nous allons espérer que d'ici là... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été tout simplement un complot. Au temps du président Patrice Talon et le président Yahi. Maintenant, quand le président Patrice Talon est arrivé, il a voulu qu'on signe la charte de dialogue social et nous avons dit non. Nous avons refusé. Vous l'avez fait la politique. C'est pas politique la chaise vide. Finalement, vous ne comprenez pas. On n'a pas boycotté. Nous avons réservé notre signature parce que nous avons dit, nous n'avons pas signé la charte avec l'ancien président parce qu'on estimait qu'il n'honorait pas ses engagements. Mais on ne peut pas signer avec le nouveau président qu'on ne connaissait même pas, qui vient d'arriver. Il a les tests qui lui permettent de travailler. On ne pouvait pas. Mais les autres ont signé. Les autres centrales ont signé. Les autres ont signé. Nous avons réservé notre signature. Et aucun test n'a dit qu'il faut nécessairement signer la charte là pour être au dialogue social. Non. Aucun test n'a dit ça. Et c'est de là que les gens ont profité. Le président Patrice Talon qui dit qu'il suit les lois, il a reconduit illégalement le décret de Yahi pour permettre à ses amis de prendre nos sièges. Il a dit 5, 5, 5, 5. En 2014, quand il avait dit 5, 5, 5, on avait boycotté. On n'est pas parti à la rencontre parce qu'on savait que, de toute façon, on ne serait pas choisi. Mais en 2019, j'ai été à la rencontre. Nous avons désigné les 5, on est parti. Mais les autres, comme toujours, ils se sont entendus pour répartir les 4 sièges, excluant la CSTB. Mais de 90 à ce jour, quel gouvernement, quel régime a quand même, en tout cas, satisfait à vos revendications? Sous quel régime vous étiez plus à l'aise de 90 à ce jour? De toute façon... Aucun régime ou... de toute façon, nous nous sommes battus pour
arracher les libertés. Oui, mais depuis lors Mais de le 90 à ce régime jour, qui nous a créé le plus de problèmes, c'est le régime de Patrice Talon. Et quel est le régime qui vous a a le plus créé séduit, alors? le plus de Non, vie? mais je ne fais pas le bilan mais là, vous voulez dire de quand en quand? de 90 à ce de jour. 90 à à ce ce jour. 90, le Sénégal, on n'a pas commencé en 90. Non, mais on a vous commencé avez fait le en combat, vous avez fait le 82. Vous avez fait le combat pour qu'on... On faisait On a les combats changé. depuis jusqu'à renverser le PRPB. Oui, mais après avoir renversé le PRPB, nous sommes rentrés dans une nouvelle dynamique de 90 à aujourd'hui, Oui. où nous avons plus de liberté. Oui. Quel régime vous a le plus séduit en matière de gouvernance? Aucun régime ne nous a séduit. Vous n'attendez donc que le PCB, attendez. vous attendez que le PCB prenne le Aucun pouvoir. régime ne nous a séduit. Donc, Et vous avez suivi, non? Vous avez suivi tous les régimes. Donc, juste que le PCB prenne le pouvoir. Vous avez pour suivi satisfaire tous la les gouvernance. régimes par rapport aux questions de liberté. Mais c'est- Vous avez suivi tous les régimes par rapport aux questions de la gestion des biens publics. Aujourd'hui, est-ce que le seul Et parti à même de ce gérer le qu'il pays, faut, c'est ce le qu'il faut PCB? retenir, Oui. ce n'est pas un problème de PCB, c'est un problème de principe et des actes. Quels sont les actes qui sont posés? Aujourd'hui, est-ce que les actes posés par le régime du président actuel satisfont les travailleurs et même le peuple? Non, mais depuis 90, aucun régime. Question de n'a- liberté, aucun que ce soit les journalistes vont en prison, les travailleurs vont en prison, tout le monde va en Mais prison. heureusement, depuis 90, aucun régime ne nous a satisfait finalement. Aucun n'est pas. Mais est-ce que depuis 90, le peuple a véritablement choisi un régime de son propre gré, sans que ça ne soit les pouvoirs d'argent, la corruption? C'est ça que j'ai dit, non? Nous nous sommes battus pour renverser l'autocrate Kérékou. Mais depuis, c'est les puissances d'argent et autres qui se mettent, et les élections se gagnent à coup d'argent et de fraude. Comment Il n'y a eu que des compétitions de fraude. Est-ce que finalement... Maintenant, c'est que lorsque le régime actuel est arrivé, lui a même écarté tout le monde. C'est ceux qui sont avec lui qui passent. Donc, il n'y a plus d'élection. Est-ce que finalement, vous ne donnez pas raison à ceux qui vous tassent d'être des éternels insatisfaits? Vous êtes satisfait? Mais je suis pas Dites-moi à quel syndicaliste, moment vous étiez satisfait? Vous êtes syndicaliste et vous êtes donc dans l'action Mais nous syndicale. tendons vers- On a l'impression que Nous vous nous n'êtes jamais battons pour... satisfait. Nous voulons par exemple que notre pays soit un pays qui se bat pour que, au plan culturel, on se développe, au plan économique, on se développe, au plan politique, on soit indépendant, que nous puissions avoir notre propre monnaie, que nous puissions développer notre production. Quel est, de ces régimes de 90 à maintenant, quel est ce régime-là qui a voulu que, au plan national, que nous puissions promouvoir les valeurs nationales? Est-ce qu'il y a un seul? Est-ce qu'il y a un seul qui veut que nous puissions nous départir de la France pour devenir un pays indépendant qui se développe? Est-ce qu'il y a un seul? Dites-moi, lequel de ces dirigeants a suivi cette voie? Nous voulons un pouvoir Finalement, il faudra. qui puisse donner aux travailleurs le pouvoir de choisir leurs représentants. Mais finalement, il faudra le PCB pour prendre le pouvoir et restaurer. Si vous-même vous avez regardé et vous avez vu que le PCB Non, mais c'est ce que vous... est le seul C'est parti- l'impression que vous donnez. Non, finalement. c'est vous. Ce n'est pas... Non, c'est Vous-même, vous vous plaignez. C'est ça que je ne la comprends lecture, pas. Vous-même, journaliste, Oui, à oui. quel moment vous avez jamais écrit pour dire, faites-moi le bilan. Sortez-moi le bilan et dites-moi, depuis 90 jusqu'à maintenant, quel est le régime qui a suivi la volonté des peuples du Bénin qui, en sortant de 90, en remettant en cause le parti État PRPB, aspirait à un développement social, économique, culturel qui puisse rendre notre pays indépendant? Quel est le régime? En renversant le PCB. Tous sont restés collés à la France. Pourquoi le PCB a fait la politique de la chaise vide lors de la conférence nationale où il y avait. Non, quand vous même- vous êtes peut-être trop jeune, mais vous ne connaissez pas. On a déjà répondu plusieurs fois à ces Oui, mais questions. nous n'avons pas l'occasion Non, de voir non, nous non, assis non, debout non. aussi, moi, sur On a plateau, déjà là. répondu. Parce que cette politique. C'est quoi politique de siège vie? Vous savez ce qui s'est passé? Bon, mais vous avez- Expliquez-nous, parce qu'il y a des Oui. gens, beaucoup qui ne connaissent pas, qui veulent comprendre. Politique de la chaise vide, la conférence nationale, ceux qui se sont battus pour la conférence nationale, effectivement le PCB, la Convention du peuple et d'autres organisations qui se sont battues, la CSTB par exemple, et d'autres organisations qui se sont battues pour que le peuple se soulève contre le PRPB. Mais lorsque le PRPB, avec la grande marche du 11 décembre 1989, où Kérékou a voulu faire, la comédie est sortie,
l'après-midi, et les quelques manifestants qui l'ont vu l'ont sorti, il s'est retrouvé à l'église Saint-Michel. C'est à part de là qu'il a compris que le PRPB était renversé. Je laisse le détail. Mais lorsque la France a vu que le PRPB était renversé, elle a préparé la conférence nationale, elle a demandé à Kérékou de reconnaître que le parti ne dirige plus l'État et qu'il faut aller à une conférence nationale des forces vives. Et c'est de là-bas qu'ils ont dit la composition de cette conférence-là. Et lorsqu'ils sont venus ici... C'est vous qui le dites, parce que nous n'avons pas ces éléments. Mais vous êtes jeune, vous avez aussi raison. Vous n'avez pas de l'histoire. Non, la conférence nationale a été préparée à Versailles, ça a été préparé à Paris. Et même Guy Azaïs, l'ambassadeur de France au Bénin, avait dit en son temps... d'autres versions de Robert Il n'y a pas plusieurs... d'Albert Thévois et d'autres qui ont quand même donné une autre version. Non, il y a des versions, parce qu'il y a version dans version. Ceux à qui a profité la conférence nationale, et ils ont une autre version. Parce que nous, quand on luttait, les pères à son âme, les Thévouriens n'étaient pas avec nous. Quand nous luttions contre l'autocratie, ils n'étaient pas avec nous. Mais quand la conférence a été organisée, ce sont eux qui ont géré le pays. Ce sont eux qui ont mis à l'écart, sur près de 500 participants, les membres des bureaux de liaison, ceux qui ont fait des mouvements au plan national, partout dans les départements, ont été écartés. Et c'est les gens du PRPB déguisés qui seront retrouvés, plus deux représentants du PCB, dans une masse de près de 500 personnes. Ou donc des gens qui étaient complices de choses se sont retrouvés là. Le PCB, c'était un complot contre le PCB, contre le peuple du Bénin qui a lutté pour le renversement du PRPB. Donc si le PCB allait là, ça serait... Vous allez parler, on va dire non, personne ne vous écoute. Non, personne ne vous écoute. On va dire, bon, démocratiquement, vous avez été battu, qu'est-ce que vous dites? Le PCB a dénoncé le complot et finalement, même moi, c'est un personne avant de mourir, a reconnu. C'est avec les larmes qu'il a reçu comment on appelle, les documents de la conférence nationale. Parce que lui-même savait ce qui se passait. Donc, il faut plus... Cette question est dépassée. Oui, on n'est plus... Depuis là, le PCB... Maintenant, le problème même, la conférence nationale, depuis qu'on a tenu la conférence là, jusqu'aujourd'hui, est-ce que le Bénin a bougé d'un iota par rapport à notre développement? Oui, mais le PCB ne s'est pas relevé depuis lors. Le PCB n'est pas allé au pouvoir, ceux qui ont dirigé le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, le PCB n'a pas pu se repositionner. Le PCB est repositionné, il est reconnu au Bénin comme étant le seul parti véritablement patriote qui se bat pour le patriotisme. Mais il n'a pas le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais le peuple n'a pas encore reconnu, pourquoi depuis toutes ces années... C'est parce que vous n'avez pas encore compris. Est-ce que vous avez compris le rôle que le PCB joue pour vous? Le jour où vous comprendrez, vous vous mettrez à expliquer à toutes les autres couches que seul le PCB lutte pour une indépendance. Seul le PCB parle de la monnaie nationale à frapper. Oui, seul le PCB dit... La monnaie aujourd'hui est une question régionale parce que vous savez, on parle de la monnaie éco. On a certainement évolué. Oui, ça peut être régional, ça peut être national. Parce que la régionale, là même, la France bloque. Vous suivez, non? La France bloque. De toute façon, nous avons évolué. Si au plan national, si au plan régional, la monnaie n'est pas frappée, nous pouvons la frapper au plan. Je dis la Gambie a sa monnaie, non? Le petit pays là. Il faut voir tous les pays colonisés par la France. Aucun pays ne s'est développé. Nous avons le Nigeria tout près qui a sa monnaie. Le Ghana tout près a sa monnaie. Il nous asphyxie. À part le PCB qui dit qu'il faut avoir sa monnaie, qu'il faut s'instruire dans sa langue, qu'il faut transformer ses produits chez nous. Quel est le parti qui dit ça? Qu'il faut s'affranchir de la France pour ne plus être dominé par la France. Quel est l'autre parti qui dit ça? Et nous allons finir cette première partie de l'émission et aborder d'autres questions beaucoup plus un peu personnelles. Au-delà donc de vos activités syndicales, les gens voudraient quand même bien connaître qui est Kassa Mampor. Merci. Je suis enseignant de formation instituteur. C'est vrai que j'ai fait la philo à l'université, j'intervenais au collège.
Et en fait, l'âge ne m'a pas permis de valider mon diplôme pour être reconnu officiellement comme professeur de collège. Et à cause de mes activités syndicales, j'ai été affecté à l'INFRE, à l'Institut national de recherche et de formation en éducation, où j'étais donc à Porte-Nouveau et je faisais les va-et-vient entre la bourse du travail et Porte-Nouveau. Je suis d'ailleurs, j'ai fait valoir mes droits à la retraite à partir du 1er janvier 2021, frappé par la limite d'âge, après une vingtaine d'années de fonction. Alors d'ici là, vous allez signer. Donc, je suis au plan professionnel, j'ai pratiquement terminé. Mais au plan syndical, je n'ai pas fini. Parce que, en fait, j'ai encore beaucoup à donner au plan syndical. Jusqu'à ce que, donc la relève arrive. Parce que nous avons tellement de ressources à la CSTB que, même si aujourd'hui je dis que je suis fatigué, je m'en vais, il y aura toujours quelqu'un pour me remplacer sans difficulté. Donc, donc pour l'instant, je suis au service des travailleurs par l'intermédiaire de la CSTB. Bon, si à un moment donné, par rapport à mon organisation, je pourrais laisser la relève se poursuivre et rester toujours. Parce que vous avez vu au niveau de la CSTB, on ne va pas à la retraite. Le créateur de la CSTB en 1982 dans la clandestinité, le professeur Paul Koudoupo, professeur certifié de PCT à la retraite depuis des années, il a été proviseur du lycée Béhanzin. Il a dirigé la CSTB de 82 à 92 et a passé le témoin à Azoua, qui a pris la CSTB de 92 à 2013. Puis Cole l'a remplacé de 2013 à 2017. Mais aux dernières élections professionnelles, c'est Paul Koudoupo qui a été le président du comité électoral national de la CSTB. Paul Koudoupo. Et Paul Iko a participé, il était de l'équipe de campagne de la CSTB. Donc il est à la retraite, mais il est une personne de ressources. Donc à tout moment, on peut toujours l'utiliser. Donc même, moi, je resterai disponible, même si je ne suis plus à un moment donné secrétaire général, parce que bon, je vais être aussi fatigué, hein, parce qu'il y a l'âge qui retient. Est-ce que vous avez d'autres activités bientôt? Enfin, vous avez dit que vous êtes déjà donc, à la retraite. Est-ce que vous avez d'autres activités auxquelles vous allez vous consacrer? Bon, c'est possible, je peux avoir des activités parallèles, mais pour l'instant, je suis tellement occupé par les activités syndicales que je n'ai plus d'autres activités. Je suis à 100%. Déjà, après la retraite, est-ce que vous avez pensé peut-être de l'élevage ou je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses? Je ne sais pas pour l'instant ce que je vais faire, mais le syndicat m'occupe beaucoup. Je dois aussi faire des recherches au plan syndical et écrire. Je dois écrire tout ce que j'ai connu au plan politique, au plan syndical et tout ça. Un projet de livre? Oui, bien sûr. Je suis en train d'écrire. Et d'ici là, il y a des choses que certainement je vais publier. Parce que je fais partie aussi des anciennes victimes de la répression. Au temps de Kérékou, j'ai fait 5 ans de prison politique. J'ai aussi fait plusieurs années. J'ai été arrêté au moins 8 fois sur le plan politique. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Mais on m'arrête à cause de mes idées. Même l'affaire du 1er août 2011 à Nati-Tengou, vous avez appris que quand le gouvernement de Yahi voulait organiser, il organisait les fêtes tournantes. À la dernière phase, le 1er août 2011 à Nati-Tengou, quand ils ont programmé 20 milliards pour arranger la ville et réaliser des choses pour la fête.
et que à 3 mois de la fête, rien n'avait démarré. Alors les jeunes de Nati Tengou m'ont sollicité pour qu'on aille interpeller les autorités. Et nous avons organisé une marche au cours de laquelle donc les gens m'ont tiré sur la foule. Il y a eu de morts. Et là encore, on m'a arrêté. J'ai fait la prison. On m'a arrêté pratiquement à 3 reprises. On m'a arrêté, jugé, libéré. Mais sous parti Salon, on n'avait pas connu tout ça. Repris. On n'avait pas connu tout ça sous parti Salon. Est-ce quand même. Puis bon, donc, j'ai été transféré à Missérété en son temps. Vous criez aujourd'hui quand même que ça ne va pas du tout, alors qu'aujourd'hui vous êtes libre. Ah, donc il faut que ça soit moi qu'on arrête, même si on arrête Laurent Métaillon, donc ce n'est pas un problème. Non, mais je ne dis pas de votre personne. Mais c'est ça. Ceux qui est sur Patrice Talon cherchent des occasions. S'il a une occasion de m'arrêter, il va m'arrêter. Parce que lui, c'est ça que je lui ai dit à plusieurs reprises. Je dis, il cherche des occasions pour m'arrêter. S'il a arrêté Laurent, il l'a mis en prison. Pourquoi il va vouloir que moi je sois libre? C'est pas Patrice Talon qui a arrêté Laurent Métaillon. Qui a arrêté Laurent? C'est lui qui l'a jugé. Ce n'est pas la justice, aucune justice. Dans votre vie active, généralement, lorsqu'on prend un peu les secrétaires généraux de la CSTB, dans la vie active, sur le plan donc qu'on appelle du coût de la vie et autres, ils ne sont pas forcément très très en vue par rapport donc à d'autres syndicalistes, à d'autres acteurs donc du milieu. Qu'est-ce qui peut donc par rapport à quoi? Dans votre vie active, le niveau de vie, le train de vie, le train de vie en tant que AIG. C'est normal. Vous voyez, moi mon salaire que je gagne, c'est le salaire d'instituteur. C'est le salaire d'instituteur. Et tous ceux que vous avez connus, les autres étaient professeurs, c'est des gens, et ils utilisent ce revenu-là. Ils cotisent d'abord dans leur organisation. Et ce que l'organisation donne comme moyen pour fonctionner ne suffit pas. Vous êtes obligé d'utiliser vos revenus, votre salaire. Surtout que, vous savez, très peu de gens vivent de leur salaire. Les gens sont obligés de mener des activités parallèles. Nous n'avons pas le temps, généralement, de mener d'activités parallèles. Et donc, nous vivons modestement. Nous vivons de nos salaires. C'est pour ça que nous sentons ce que les travailleurs sentent. La misère que les travailleurs vivent là, nous vivons cette misère. Ça nous permet de comprendre et d'être aussi chaud avec eux. Mais ceux qui ont des activités parallèles et qui peuvent se donner donc des chances de se faire des moyens de passer. Il y a des gens qui sont passés par le syndicalisme pour s'enrichir et qui ont des villas à gauche, à droite, et même d'autres ont même des hôtels. Oui. Est-ce que vos enfants également aujourd'hui, est-ce que vous leur avez transféré ce gène-là Bon, bien sûr, certains héritent cela de moi. D'autres, ce n'est pas nécessairement tous qui ont les mêmes aptitudes pour être aussi combatifs. Mais le minimum, quand même, tous, étant avec moi, ils ont acquis quand même un minimum qui leur permet, là où ils sont, de dénoncer l'injustice. Ils sont dans la fonction publique, ils sont des enseignants? Non, bon, ils ont la plupart fini des études, mais ils n'ont pas d'emploi. Certains se débrouillent de petits projets, ils finissent, ils se cherchent. Donc c'est comme ça. Aucun de mes enfants n'est... Il n'y a plus de concours. Mais il y a eu des concours quand même qui ont été organisés ces dernières années avec un peu plus de réforme ça n'a plus été... Quelle année? Non, sous le mandat de Patrice Talon, ça n'a pas été la même chose que ce que vous avez dénoncé par le passé. Non, il faut d'abord que ça concerne le secteur et que l'intérêt, c'est parce qu'ils réussissent. Il y a des enfants qui ont passé des tests et n'ont pas réussi. Donc, quel est votre plat préféré? Mon plat préféré? Oui, Mon plat préféré, bon, j'aime beaucoup de choses. J'aime l'igname pilé, j'aime la pâte. Vous avez dit que vous avez parlé le Wama. Oui, je suis.
vous avez de quitter souvent Cotonou pour aller quand même pour une petite retraite. Où est-ce que vous allez souvent pour vous ressourcer? Je n'ai pas le temps d'avoir même de retraite. Mais de temps en temps, je vais à Natitengou chez moi. Je suis de Pouya, Bokrona Pouya, un village de l'arrondissement de Kotopunga, dans la commune rurale de Natitengou. Natitengou est ville touristique. Qu'est-ce que Pouya a de particulier? Ou Pouya, dans la Pouya, il y a Kota. Il y a la chute de Kota qui est un lieu de tourisme. Et même à Pouya, vous avez quelque part un lieu touristique, un marigot, une rivière qu'on appelle, disons, Yarpao, qui a sa source vers Pouya. Et vous allez là-bas, donc les villageois vont là-bas faire la lessive, passer toute une journée. C'est un lieu touristique. Alors, très intéressant. CSTB, un long parcours politique. Quel acteur politique vous a le plus marqué de 72 à aujourd'hui ou de 82 si vous voulez à aujourd'hui? Quel est l'homme politique qui vous a le plus marqué? L'homme politique qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Pascal Fatonji, le membre, premier secrétaire fondateur, le chef historique du Parti communiste du Bénin, qui véritablement avait mobilisé en son temps, en 1977, la jeunesse béninoise en lutte, parce qu'il y avait plusieurs organisations de lutte. Il y avait l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey, il y avait le FACEN, Front d'action des élèves, Front d'action commune des élèves et étudiants du Nord et tout ça. Il y avait beaucoup d'organisations. Quand le PRPB a été créé en 1915, puis Kérékou est venu, il a voulu dissoudre les organisations de jeunesse qui se battaient dans le pays. Et c'est comme ça que le FACEN et l'UGED se sont fondus en une organisation commune, la Jeunesse Unie Anti-Impériale du Dahomey, qui en fait mettait beaucoup d'organisations en lutte. Pascal Fatonji, qui en son temps avait vu qu'il fallait que les gens se retrouvent pour créer un parti communiste pour briguer la prise du pouvoir au Bénin. C'est comme ça que, il y a eu des organisations qui ont été créées, des organisations intermédiaires qui ont été créées jusqu'à ce que le 31 décembre 1977, le PCD a été créé, qui deviendra plus tard PCB. Lui, il a créé le PCB, il était pratiquement à l'extérieur, il a été directeur d'un institut de mathématiques à Abidjan, sous Fouette, où quand Kérékou voulait aller l'arrêter là-bas, au Fouette a dit non, que lui, il a besoin de lui parce que il jouait un grand rôle là-bas pour son pays. Finalement, en 89, je crois avec l'amnistie, un peu avant l'amnistie, il est revenu, resté un peu dans la clandestinité. Quand l'amnistie a eu lieu, en 89, il est resté, il a dirigé le parti depuis ce moment-là jusqu'en 2010, date à laquelle il est décédé. Et c'est quand il est parti que le professeur Philippe Ndianoumé, qui est membre fondateur du Parti communiste du Bénin aussi, a pris la relève et il n'a pas démérité. Il a fait vraiment preuve des intellectuels patriotes qui laissent tomber l'intérêt personnel mais se donnent pour leur pays. Alors, si vous lisez tous les documents, toutes les publications, ce que le professeur Philippe propose au pays, si vous prenez votre temps, je peux vous donner des documents, vous prenez votre temps, vous lisez ça, vous vous rendrez compte que notre pays peut se développer. Notre pays peut se développer si on fait attention à ce qu'il y ait des cadres patriotes. Donc,
Il s'est développé. Et c'est lui aussi qui est devenu. Il y a un certain nombre d'organisations qui se sont retrouvées pour créer la Convention patriotique des forces de gauche, dont Philippe Yenmain est président. Et aujourd'hui, je crois qu'il est le président de l'Alliance pour la patrie qui a été créée tout récemment. Alors, SG, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons vous laisser d'abord dire votre dernier mot. Je vous remercie de m'avoir permis de m'adresser aux téléspectateurs par votre antenne. Je dois, à cette occasion, féliciter les travailleurs qui se sont battus, corps et âme. Ils se sont organisés de 1000 manières. Certains ne nous ont même pas rencontrés parce que nous n'avons pas eu les moyens d'aller partout. Et les travailleurs se sont organisés. Comment il fallait voter, je n'ai même pas eu le temps en fait de montrer comment en fait l'élection en tant que telle même n'était pas véritablement une élection parce que lorsque vous ne savez pas voter, des gens ont organisé des votes collectifs. Les gens ne savent pas voter. Comment aider quelqu'un à voter? Lorsque tu aides quelqu'un à voter, ça veut dire que nécessairement vous avez accès à son vote. Donc la confidentialité du scrutin posait déjà le problème. Donc les travailleurs sont battus et nous avons vaincu. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste effectivement, c'est de pouvoir se lever pour étudier, réfléchir sur des actions à mener pour la satisfaction de leurs revendications. Revendications d'ordre transversal, tout ce que j'ai dit là, truc d'ordre politique, ce qui est lié à la fin aussi, parce qu'il faut que leurs revendications liées à la fin, que le gouvernement sache que, surtout que nous sommes un pays à revenu intermédiaire, le Bénin n'est plus un pays pauvre. Donc il faut bien que on revalorise le point indiciaire et le SMIC pour que les salaires s'augmentent et qu'on hiérarchise les salaires. Il faut que les différentes revendications, que les travailleurs se lèvent. Ce n'est pas Kassa Mampo seul, ce n'est pas la CSTB seule qui vont se lever. Nous sommes déjà debout. Il faut que les travailleurs s'organisent. Et il faut que les travailleurs sachent aussi que la lutte n'est pas terminée parce que nous sommes 3 à être déclarés représentatifs. Et vous entendez déjà des déclarations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres peuvent continuer avec leur politique de renouveau syndical qui va paralyser, qui risque de paralyser, qui risque donc, lorsque nous lançons un appel, eux ils lancent un contre-appel. Donc il faut que les travailleurs soient vigilants et qu'ils sachent qu'il n'y a pas plusieurs porte-parole au Bénin. C'est la CSTB qui a été désignée comme porte-parole des travailleurs et que si la CSTB lance un appel, un mot d'ordre, ils doivent être prêts à suivre. Et je compte sur les travailleurs béninois pour qu'effectivement on s'organise pour la satisfaction de nos revendications. Merci. Alors, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Kassa Mampo. Il est secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Avec lui, nous avons parlé notamment des élections professionnelles et du bilan syndical sous le président Patrice Talon. En studio, j'étais avec Arnaud Doumahou du site d'information Le Portail. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.